Euh, pour étudier en fait la robustesse du modèle hydrologique Hydrotel dans des conditions climatiques contrastées. Donc en fait on veut, en contexte de changement climatique, on veut savoir c'est quoi l'impact des changements climatiques sur le régime hydrique du Québec. Pour ça on a besoin entre autres de deux choses du point de vue du modèle hydrologique. On a besoin de modéliser tout d'abord sur une grande aire, un grand secteur, puisqu'on est intéressé à connaître l'influence des changements climatiques pour beaucoup de zones dans le Québec. Deuxièmement, ça nous prend un modèle robuste. Donc un modèle robuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on l'entraîne dans des conditions climatiques données, ce modèle-là, on veut qu'il soit capable de simuler des débits de manière performante dans des conditions très différentes de celles avec lesquelles il a été entraîné. Donc c'est ça la robustesse. Donc c'est la notion de transposabilité temporelle des paramètres que Grégory a évoqué plus tôt. Et le DSST, pour l'anglais Differential Split Sample Test, qui signifie tout simplement conditions climatiques contrastées. Donc on entraîne le modèle dans des conditions données, puis on le valide dans des conditions très différentes pour essayer de le soumettre à des conditions similaires au changement climatique. Donc pour ce qui est de la modélisation sur une grande zone, donc dans notre cas, donc une aire de 388 000 km², le centre et le sud du Québec. On a beaucoup de zones non jaugées, donc c'est difficile à modéliser. Et pour ça, le CEHQ, Centre d'expertise hydrique du Québec, a notamment proposé une méthode de calage global, c'est-à-dire qu'on va utiliser un seul jeu de paramètres unique pour tous les bassins versants de la zone considérée. Donc, c'est une possibilité parmi plusieurs, mais elle permet de modéliser cette grande aire. Juste avec des stratégies de calage local, on ne pourrait pas faire ce travail-là, par exemple. Donc ma présentation va suivre un plan relativement classique. Je vais vous parler de ce qu'on avait à disposition pour faire le travail, de comment on a fait le travail, des résultats, puis de la conclusion. Donc voici la zone qu'on a modélisée, le Québec, 3 grands bassins versants principaux, le Saguenay, l'Outaouais et le bassin du Saint-Laurent. Ici, on voit les 40 bassins pour lesquels on avait des stations de débit, des données de débit observées pour 40 ans, de 1969 à 2010. Donc les bassins qu'on a utilisés dans cette étude. Donc, on avait aussi des données météorologiques de précipitations et de température journalières sur ces 40 ans qui nous ont permis d'effectuer les modélisations hydrologiques. Et le CEHQ a également mis à notre disposition le modèle Hydrotel calibré sur chacun de ces bassins, ainsi que les fonctions SCE-UA, donc l'algorithme de calibration automatique SCE, pour effectuer ce travail. Donc on avait tout clé en main pour monter ce travail. Donc voilà un peu ce que j'ai dit du point de vue des données immatérielles qu'on avait à notre disposition. Donc comment on a fait effectuer ce travail de DSST, de calibration et de validation en conditions climatiques contrastées? Mais c'est pas très compliqué. Tout d'abord, pour chaque bassin versant, on calcule la moyenne donc les précipitations totales pour chaque année, la température annuelle moyenne également. Puis ensuite, on fait la moyenne de ces variables climatiques-là sur tous nos 40 bassins. Et donc, pour chaque année, on va être capable de caractériser le climat du point de vue seulement des précipitations totales annuelles et de la température annuelle moyenne. Donc, ça reste des problèmes mathématiques assez simples. On fait des sommes, puis on fait des moyennes pour l'instant. Et ça nous permet en fait de placer chacune des années de notre période d'étude sur un graphique comme celui-ci. Donc, température annuelle moyenne en fonction de la pluviométrie. Ici, les lignes pointillées représentent les médianes de nos variables climatiques sur la période de 1980 à 2010 inclus, qu'on a utilisé pour faire le DSST, donc période de 30 ans. Et là, on voit le résultat final, donc c'est-à-dire la sélection des années retenues pour faire le DSST. Donc dans chaque cadran ici, on a des années qui représentent un certain type de conditions climatiques. Par exemple, diagonale 1, on passe d'une période humide et froide à une période chaude et sèche. Donc si on calibre ici, puis on valide ici. Diagonale 2, on passe d'une période sèche et froide à une période humide et chaude. Donc on calibre, puis on valide. Donc c'est comme ça qu'on a fait le DSST. On calibre le modèle, puis on le valide dans des conditions différentes, puis on voit comment il réagit. Et on veut comparer deux stratégies de calibration, le calage local et le calage global. Donc voilà les contrastes qu'on a obtenus avec nos données observées, donc avec nos 30 ans de série, on a réussi à produire des contrastes en température compris entre 1,4 et 1,7 degrés Celsius. Donc ce qui est plus faible que les contrastes projetés, là ici c'est pour les quantiles 10 et 90%, quantiles projetés à l'horizon 2050 par Ouranos en 2011.
Par contre, du point de vue des précipitations, on a des ordres de grandeur relativement similaires avec ce qui a été projeté. Donc une augmentation des précipitations en général. Je reviens à cette figure-là, on voit que la diagonale 1, elle, dans son sens par défaut, donc du froid vers le chaud, toujours pour les deux diagonales dans le sens par défaut, mais on voit qu'elle implique une diminution des précipitations, alors que la diagonale 2, elle, représente plus le sens anticipé des changements climatiques. Pour ce qui est de l'évaluation de notre travail, on a utilisé le critère de Nash, qui est très utilisé en hydrologie, puis une erreur relative qui implique des indicateurs simulés et observés. Et on a utilisé 3 types d'indicateurs qui sont en fait le Q de 7, débit d'étiage, donc débit minimal sur une période de 7 jours consécutifs, de période de retour 2 ans, le débit de pointe de période de retour 2 ans également, et le débit et l'erreur relative sur les débits moyens. Donc on avait 4 critères pour comparer nos performances. Alors ici je présente les valeurs du nombre de Nash. On compare directement les stratégies de calibration globale, GL, et locale, LO. Donc en fait, cette figure-là, il y a 2 panneaux principaux. À gauche, c'est la diagonale 1, donc humide froid vers chaud sec. Puis à droite, c'est diagonale 1 inverse, donc dans le sens inverse de chaud sec à humide froid. Ici, pour chaque panneau, on a 2 sous-parties, calage global, calage local. Calage global, calage local, puis à chaque fois, donc, performance en calage, performance en validation. Donc cette figure-là, c'est juste pour présenter que les performances du calage local sont supérieures au calage global, puisque plus on est proche de 1, mieux c'est du point de vue du nombre de Nash. Mais ça, on le savait déjà que les performances du local sont meilleures que celles du global. Mais bon, je le précise quand même ici, parce que c'est une chose importante, c'est à peu près tout ce que je dirais sur cette figure-là. Ici, la même chose, la même conclusion, mais du point de vue des erreurs relatives sur les débits maximum de période de retour 2 ans. Donc plus on est proche de 0, mieux c'est. On voit que le calage global fait une plus grosse sous-estimation de ses débits de pointe que le calage local. Donc c'est le même style de figure que précédemment, mais pour l'erreur relative sur les débits de pointe de période de retour 2 ans. Donc le local est toujours plus proche, que ce soit en calage ou en validation, que le calage global. Ici, par contre, on est suivant la diagonale 2, alors qu'avant c'était sur la diagonale 1, mais les conclusions ne changent pas d'une diagonale à l'autre. La même chose, mais pour les débits minimums, les débits d'étiage. Là, on voit que par contre, on a tendance à surestimer nos débits d'étiage. Donc les performances du local sont meilleures que celles du global, mais le calage global, il ne faut pas oublier que ça permet de simuler sur toute la zone de 388 000 km², donc pour tout le centre et le sud du Québec, alors que le local, lui, il simule que là où on a des débits observés. Ou alors il faut transférer les paramètres, mais ça ne marche pas toujours. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui découle de ce travail, c'est que du point de vue de la robustesse, on a des résultats plus prometteurs pour le calage global. Donc cette figure-là, en haut, on voit les Nash en calibration pour le calage global et pour le calage local, diagonale 1 inversée, sur notre période chaude et sèche à gauche et humide froide à droite. En bas, ce que je montre, c'est la différence entre le Nash en validation et le Nash en calibration sur la même période. Donc par exemple, ici, pour construire cette boîte à moustache qui représente, je ne l'ai pas dit, mais toutes les boîtes représentent les performances les quantiles 5, 25, 50, 75 et 95% sur nos 40 bassins. Et donc pour construire cette boîte-là, on prend le Nash en validation du calage global sur la période chaude et sèche, et on fait ce nombre-là moins le Nash en calibration du calage global sur la même période, et ça nous donne cette figure qui nous renseigne directement sur la perte de performance entre validation et calibration, donc qui nous renseigne directement sur la perte de performance qu'on peut lier directement à la robustesse, puisque c'est donc la transposabilité temporelle des paramètres. Donc là, ce qu'on voit, c'est que du point de vue de la robustesse, le calage global, il tient plus la route que le calage local. Donc c'est là où les résultats de ce travail sont assez prometteurs. Ici, c'est pour la diagonale 1. Pour la diagonale 2, on observe la même chose. Et finalement, je voulais vous juste donc parler brièvement d'une tendance des débits qu'on a observés. Donc sur cette figure-là, je représente les débits moyens, les débits interannuels, donc en période de calibration pour la diagonale 1, donc période humide-froid, des points bassins versants en particulier de 3760 km², situés dans le bassin de l'Outaouais. Donc les points débit observés, le trait plein, calage global, puis trait pointillé, calage local. Donc débit interannuel en calibration. Donc on voit que le calage global a tendance à surestimer un peu les débits observés, puis le calage local a plus à les sous-estimer pour ce bassin-là. Mais c'est pas ça que je vais illustrer ici, c'est que si on prend ces paramètres obtenus en calibration et qu'on les utilise
pour simuler sur les 5 ans de la période de validation, on obtient la même chose, mais donc en couleur, je ne sais pas trop ce que c'est, du mauve, du rose, peu importe. On voit que là, par contre, on a tendance à plus sous-estimer nos débits observés qu'avant. Et donc ça, en fait, ça a été vu pour tous les autres, pour les autres bassins, et puis on peut le voir de d'autres manières, comme je vais le montrer après. Ce que ça montre, c'est que si on calibre notre modèle sur une période humide-froide, et qu'on utilise les paramètres sur une période sèche et chaude, on va avoir de la misère à simuler donc cette période sèche et chaude. Et c'est là tout l'intérêt de ce travail, c'était de quantifier un peu ça. Mais là, ce que je fais ressortir plus particulièrement, c'est qu'on a une tendance bien identifiée des débits. Donc en fait, ce qui se passe, qu'on suppose qui se passe, c'est que notre modèle, en période humide froide où le ruissellement est favorisé, va avoir tendance à compenser ce ruissellement favorisé avec ces paramètres qui vont du coup pas être appropriés à la simulation sur une période sèche et chaude, où là, on va avoir un manque de ruissellement par rapport à ce qu'on devrait être capable de simuler. Donc ça, il y a d'autres auteurs qui ont identifié des tendances tout à fait contraires, et d'autres qui ont identifié ce même style de tendance que là. Donc ça reste à approfondir pourquoi ça fait ça. On pense que c'est lié aux paramètres, c'est difficile à interpréter. Mais c'est un des résultats importants de ce travail aussi. Ici, la même chose, du point de vue des erreurs relatives sur le débit mensuel, toujours en diagonale 1. En noir, c'est pour le calage global, en gris pour le calage local, les carrés en calibration, les triangles en validation, puis chaque point représente la médiane du nombre de l'erreur relative sur les 40 bassins. Et donc ce qu'on voit, c'est que les triangles sont en dessous des carrés, ce qui montre que, en fait, ce qui illustre encore cette tendance des débits à baisser quand on passe d'une période humide froide à une période sèche et chaude. Donc je suis allé un petit peu vite, je m'en excuse parce que j'ai déjà fini, donc j'arrive aux conclusions tout de suite. Ça laissera plus de temps aux questions si vous en avez. Donc, les conclusions de ce travail-là, c'est que les performances du calage local sont supérieures à celles du calage global, mais c'est le prix à payer pour profiter des avantages du calage global. On a une robustesse prometteuse du calage global, donc c'est pas dénué d'intérêt d'utiliser ce calage global-là, pas du tout dénué d'intérêt, même surtout en contexte de changement climatique, où ce qui nous intéresse, en fait, c'est de simuler l'évolution des débits quand on passe dans le futur. Donc par exemple, si je suis intéressé à simuler cette évolution-là, c'est pas trop grave si je me trompe un peu sur la valeur précise, puisque ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. Donc le calage global, dans ce temps-là, peut avoir un intérêt par rapport au calage local, puisqu'il a une bonne robustesse, meilleure robustesse que le calage local, et qui nous permet de simuler sur toute la zone. Donc je vous ai parlé un peu de cette tendance des débits, qui fait aussi qu'il n'y a pas de période de calage miracle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de performance parfaite selon la période sur laquelle on va calibrer. Puis enfin, donc, deux perspectives. La première, il faudrait peut-être essayer d'améliorer le modèle hydrotel. Donc, par exemple, comme le disait Madame Larouque tantôt, ça se pourrait que l'un de ces problèmes du modèle hydrotel à simuler nos hauts débits et nos faibles débits pourrait être par exemple lié dû à une mauvaise simulation des processus des nappes phréatiques dans le modèle. Donc c'est une piste que je cite ici. Il y en a beaucoup d'autres pour améliorer ce modèle-là probablement, mais il faut continuer à chercher à l'améliorer, c'est sûr. L'autre chose, c'est qu'il faudrait aussi continuer à améliorer le calage global. Là, on a utilisé un jeu de paramètres pour toute notre zone de 400 000 km², ce qui permet de préserver une cohérence spatiale de l'information paramétrique, mais quand même, c'est quand même peut-être qu'on aurait intérêt à essayer de caler globalement, mais plus localement, c'est-à-dire par exemple un calage global pour chacun des 3 grands bassins qu'on a vus au début, parce qu'on a quand même une variabilité de l'occupation, du type de sol, etc. Et puis, dans cet ordre d'idée toujours, essayer d'effectuer une description plus détaillée du territoire. Donc si on améliore notre connaissance des types de sol, des types d'occupation du sol et la résolution des modèles numériques de terrain, si on améliore tout ça, on permet au modèle semi-distribué d'avoir une représentation de plus en plus physique et donc d'avoir de moins en moins besoin d'être calibré. Et donc, si on améliore cette description, le calage global ne pourrait qu'en bénéficier a priori. Merci.